Le silence. C'était la seule chose qui restait dans ce grand appartement haussmannien du 6e arrondissement de Lyon. Un silence si lourd qu'il semblait absorber les bruits de la ville qui montaient de la rue. Les voitures. Les rires. La vie. Tout paraissait lointain. Comme un écho d'un autre monde. Un monde auquel je n'appartenais plus. Dans ma main, je serrais une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur, mon alliance. Froide. Inerte. Je la regardais. Et je ne ressentais rien. Ni tristesse. Ni colère. Juste un vide immense. C'est fini. Me suis-je dit. Le mot flottait dans l'air. Sans faire de bruit. Vraiment fini. Et tout avait commencé un mardi. Un mardi d'automne tout à fait ordinaire. Jusqu'à ce qu'il cesse de l'être. Avant ce jour-là, ma vie était une esquisse presque parfaite. J'étais Élise. 32 ans. Architecte. Mon métier n'était pas juste un travail. C'était ma passion. J'aimais la pureté des lignes. La logique des structures. La façon dont un simple bâtiment pouvait raconter une histoire. Je passais des heures sur mes plans. Dans le calme de notre bureau qui donnait sur les toits de Lyon. La lumière dorée de fin de journée inondait la pièce. Se reflétant sur les cadres de nos photos. Des photos de nous. De Mathieu et moi. Mathieu. Mon mari. L'homme que j'avais épousé 5 ans plus tôt. Persuadé que notre amour était un édifice solide. Conçu pour durer éternellement. Il était charmant. Intelligent. Avec ce sourire qui pouvait désarmer n'importe qui. Quand il me regardait, j'avais l'impression d'être la seule femme au monde. Nous partagions les mêmes rêves. Les mêmes ambitions. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous voulions voyager. Construire notre propre maison un jour. Et bien sûr, avoir des enfants. Ce dernier point était devenu une ombre subtile, mais persistante, dans notre vie. Nous essayons depuis 2 ans. 2 ans de rendez-vous médicaux. D'espoir déçu chaque mois. De sourires forcés quand des amis annonçaient une naissance. Pour moi, c'était une épreuve que nous traversions ensemble. Pour sa famille, c'était une défaillance. Ma défaillance. Sa famille. Les Dubois. Une vieille dynastie lyonnaise qui avait fait fortune dans l'immobilier. Ils vivaient dans une immense demeure à Écully. Un bastion de la bourgeoisie où les traditions pesaient plus lourd que le béton. Le chef de clan. Ce n'était pas Bernard. Mon beau-père. Un homme effacé qui se contentait d'approuver les décisions de sa femme. Non. La véritable matriarche. C'était Geneviève. Ma belle-mère. Geneviève était une femme élégante. Toujours impeccablement vêtue. Le sourire figé mais le regard acéré comme une lame. Elle ne m'avait jamais vraiment accepté. À ses yeux, j'étais l'architecte trop ambitieuse. La femme qui passait plus de temps sur ses chantiers qu'à préparer le terrain pour l'arrivée d'un héritier. Un héritier. C'était son obsession. Le mot revenait sans cesse dans ses conversations. Comme un leitmotiv sinistre. Il fallait un héritier pour la maison du bois. Pour l'entreprise. Pour le nom. Les déjeuners du dimanche chez eux étaient devenus une torture. Je m'asseyais à cette immense table en chêne massif. Sous un lustre en cristal qui semblait me juger. La conversation était un chant de mine. Alors, Élise. Toujours autant de travail? Commençait Geneviève. D'un ton faussement bienveillant. Je répondais par l'affirmative. Fière de mes projets. C'est bien. La passion. Mais il ne faut pas oublier les priorités. Une famille.
C'est le plus beau des projets. N'est-ce pas? Chaque mot était une pique. Mathieu sentait mon malaise. Il posait sa main sur la mienne sous la table. Un geste censé me rassurer. Mais il ne disait jamais rien. Il ne la contredisait jamais. La peur de décevoir sa mère était plus forte que le besoin de me défendre. Je lui en voulais pour son silence. Mais je mettais ça sur le compte de la pression. De l'éducation qu'il avait reçue. Je me disais que notre amour, dans l'intimité de notre appartement, était plus fort que tout ça. Quelle idiote j'avais été. Ces derniers mois, quelque chose avait changé. Mathieu était devenu distant. Plus de longues heures au bureau. Des dîners d'affaires qui s'éternisaient. Quand il rentrait, il sentait un parfum qui n'était pas le mien. Un parfum floral. Trop sucré. Quand je lui posais la question, il balayait mes doutes d'un revers de main. C'est une nouvelle collègue? Elle met des tonnes de parfum? C'est insupportable. Ou encore. Tu t'imagines des choses? Mon amour. Tu es fatigué? C'est tout. Et je le croyais. Je voulais le croire. L'amour rend aveugle. Dit-on. Il ne rend pas aveugle. Il nous fait choisir de fermer les yeux. La distance s'était installée physiquement aussi. Moins de gestes tendres. Moins de regards complices. Le soir, il se tournait de son côté du lit, prétextant un mal de tête ou une journée épuisante. Je mettais ça sur le compte du stress au travail, de la pression de sa mère, de notre propre déception face à l'absence d'enfant. Je me disais que ce n'était qu'une phase, une mauvaise passe. J'essayais de raviver la flamme. J'organisais des dîners romantiques. Je lui proposais des week-ends improvisés. Il acceptait. Mais son esprit était ailleurs. Je le sentais. C'était comme parler à une coquille vide. Un soir, son téléphone, posé sur la table de nuit, s'est allumé. Un message est apparu sur l'écran. Juste un prénom, Chloé. Suivi d'un cœur. Mon propre cœur s'est arrêté de battre. J'ai fixé l'écran. Le souffle coupé. Qui était Chloé? J'aurais dû le réveiller. Exiger une explication. Mais je n'ai pas osé. La peur de la réponse était trop grande. La peur de voir mon monde s'écrouler. Alors, j'ai fait semblant de ne rien avoir vu. Je me suis recouchée, le dos tourné, et j'ai pleuré en silence jusqu'au matin. Le lendemain, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Une amie, une cousine. Mon imagination me jouait des tours. J'ai cherché une explication rationnelle pour éviter la vérité qui me brûlait les yeux. Mathieu, lui, agissait comme si de rien n'était. Il m'a embrassée avant de partir au travail. M'a dit qu'il m'aimait. Ces mots sonnaient faux. Comme une réplique apprise par cœur. Cette semaine-là, j'avais une présentation cruciale pour un nouveau projet. Un complexe culturel sur les quais de Saône. J'y avais mis toute mon énergie. Toutes mes nuits blanches. C'était mon bébé. Mon refuge. Le jour de la présentation, tout s'est déroulé à merveille. Le client était enthousiaste. J'étais sur un petit nuage. En sortant de la réunion, j'ai décidé de faire une surprise à Mathieu. J'allais quitter le bureau plus tôt, acheter une bouteille de champagne, et nous allions fêter ça. J'avais besoin de retrouver un peu de notre complicité, de chasser les ombres qui planaient sur nous. J'ai poussé la porte de notre appartement vers 16 heures. Le soleil d'automne filtrait à travers les grandes fenêtres du salon, dessinant des rectangles de lumière sur le parquet. Et c'est là que je les ai vus.
Ils étaient assis sur notre canapé en velours gris. Mon canapé. Geneviève. Droite comme un piquet. Son sac à main de luxe posé à côté d'elle. Bernard. À ses côtés. Le regard fuyant. Et entre eux. Une jeune femme. Elle ne devait pas avoir plus de 24 ou 25 ans. De longs cheveux bruns. De grands yeux inquiets. Elle portait une robe simple qui ne pouvait dissimuler la courbe évidente de son ventre. Un ventre de femme enceinte. Elle a levé les yeux vers moi. Et j'ai vu la panique dans son regard. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'ai regardé ma belle-mère. Son visage était un masque de froide détermination. Élise, dit-elle, d'une voix calme et posée, comme si elle commentait la météo. Entre. Nous t'attendions. Il faut que nous parlions. Je suis restée figée sur le seuil. Ma mallette de travail glissant de ma main pour tomber sur le sol avec un bruit sourd. Le champagne que je tenais dans l'autre main me parut soudain peser une tonne. Je n'arrivais pas à comprendre. Que faisait-il ici? Et qui était cette fille? Mon regard est revenu sur son ventre. Enceinte. Dans mon salon. Avec mes beaux-parents. Un froid glacial m'a envahi. Que se passe-t-il? Ai-je réussi à articuler? Ma voix n'étant plus qu'un murmure. Geneviève a eu un léger sourire. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Assieds-toi. Ma chère. Il y a des choses que tu dois savoir. Voici Chloé. Elle a fait un geste de la main vers la jeune femme. Comme si elle présentait une nouvelle acquisition. Chloé a baissé la tête, fixant ses mains posées sur son ventre rond. Mes jambes tremblaient. Je me suis approchée lentement. Comme dans un cauchemar. Je ne me suis pas assise. Je suis restée debout. Au milieu de la pièce. Les dominants de toute ma hauteur. Je vous écoute. Ai-je dit. Ma voix retrouvant un peu de fermeté. Geneviève a pris une profonde inspiration. Savourant son moment. Chloé attend un enfant. L'enfant de Mathieu. Les mots ont frappé l'air comme des pierres. L'enfant. De Mathieu. Le silence est revenu. Plus assourdissant que jamais. J'ai regardé Chloé. Puis Bernard. Qui semblait soudain fasciné par le motif du tapis. Et enfin Geneviève. Dans ses yeux. Je n'ai vu aucune pitié. Aucune compassion. Juste le triomphe. C'est un garçon. A-t-elle ajouté. Comme le coup de grâce. Un héritier. Le monde a basculé. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Les murs de mon appartement. De ma vie. Se sont effondrés. L'air me manquait. Je portais la main à ma poitrine. Cherchant une respiration qui ne venait pas. Tout s'expliquait. La distance de Mathieu. Le parfum. Les messages. Le cœur. Chloé. Ce n'était pas mon imagination. C'était la réalité. Une réalité brutale. Cruelle. Orchestrée et mise en scène dans mon propre salon. Geneviève a continué. Sa voix toujours aussi neutre. Nous sommes ici pour trouver une solution raisonnable. Pour le bien de l'enfant. Bien sûr. Mathieu sera là d'une minute à l'autre. Il fallait que tu l'apprennes de nous. En famille. En famille. Le mot était une insulte. Une blague macabre. Ils n'étaient pas ma famille. Ils étaient des envahisseurs. Des destructeurs. La stupeur a laissé place à une rage froide. Une colère pure et dévastatrice. J'ai senti une force inconnue monter en moi. Mes mains ont cessé de trembler. Mon regard s'est durci. J'ai regardé Chloé.
recroquevillée sur le canapé. Elle semblait si jeune. Si perdue. Une partie de moi aurait pu avoir pitié d'elle. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Elle était le symbole de la trahison. Puis j'ai regardé Geneviève, la grande architecte de ce désastre. Elle attendait que je m'effondre, que je pleure, que je supplie. Je n'allais lui donner aucune de ces satisfactions. Je me suis redressée. J'ai posé la bouteille de champagne sur la table basse avec un bruit sec qui les a fait sursauter. Dehors? Ai-je dit. Ma voix basse m'est chargée d'une autorité qu'il ne me connaissait pas. Bernard a relevé la tête? Surpris. Geneviève a froncé les sourcils. Pardon? J'ai dit, dehors. Sortez de chez moi. Tous. Mon regard s'est posé sur Chloé. Vous aussi. Prenez vos affaires et sortez. Maintenant. Élise. Un peu de tenue? A sifflé Geneviève. Se levant. Ce n'est pas la façon de régler les choses. Nous devons être civilisés. La civilisation a quitté cette pièce au moment où vous y êtes entré. Ai-je répliqué, faisant un pas vers elle. Je ne discuterai de rien avec vous. Pas ici. Pas chez moi. Alors, pour la dernière fois, sortez. Une lueur de fureur a brillé dans les yeux de ma belle-mère. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête. Elle a ouvert la bouche pour protester. Mais j'ai pointé la porte du doigt. Mon geste était sans appel. Bernard s'est levé, mal à l'aise, et a tiré doucement sur le bras de sa femme. Viens. Geneviève. Nous parlerons plus tard. Elle m'a lancé un regard noir, plein de promesses vengeresses, avant de se diriger vers la sortie. Bernard l'a suivie. Il ne restait plus que Chloé. Elle était toujours assise, les larmes aux yeux, me regardant comme si j'étais son bourreau. Je ne sais pas où aller, a-t-elle balbutié. Ce n'est pas mon problème. Ai-je répondu? Le cœur de pierre. Vous avez trouvé le chemin jusqu'ici. Vous trouverez bien le chemin pour en sortir. Lentement. Péniblement. Elle s'est levée. Elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte, sans me regarder. Quand elle est passée à côté de moi, j'ai senti ce parfum. Ce parfum floral et sucré. L'odeur de la trahison de mon mari. L'odeur de la fin de ma vie. Je suis restée seule au milieu du salon. Le silence était revenu. Mais cette fois, il était différent. Il était rempli des débris de mon mariage. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Mathieu. Il est entré? Un sourire fatigué sur les lèvres. Chérie. Je suis rentrée. Son sourire s'est effacé quand il a vu mon visage. Il a vu la bouteille de champagne sur la table. Il a vu la mallette par terre. Il a vu le vide dans mes yeux. Élise? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une drôle de tête. Ils étaient là. Mathieu. Ai-je dit? Ma voix brisée. Ta mère. Ton père. Et elle. Le sang a quitté son visage. Il a compris. Il a compris que le jeu était terminé. Ils étaient dans notre salon. Ils m'ont tout raconté. Pour le bébé. Pour le garçon. Pour ton héritier. Chaque mot était un coup de poignard que je lui enfonçais dans la poitrine. Et dans la mienne? En même temps. Il a voulu s'approcher. Me toucher. Élise. Je peux tout expliquer. J'ai reculé d'un pas. Ne me touche pas. Son visage se décomposa.
La culpabilité. La peur. La panique. Tout se lisait dans ses yeux. Il n'essaya même pas de nier. Comment aurait-il pu? Sa mère avait tout préparé, ne lui laissant aucune échappatoire. Élise. S'il te plaît. Écoute-moi. A-t-il commencé? Sa voix suppliante. T'écouter? Ai-je répété? Un rire sans joie s'échappant de mes lèvres. T'écouter dire quoi? Mathieu? Que c'est une erreur? Un malentendu? C'est plus compliqué que ça. Compliqué? Je sentais la rage monter. Une vague brûlante qui menaçait de tout emporter. Non. Je pense que c'est très simple. Au contraire. Tu m'as trompé. Tu as mis une autre femme enceinte. Et tu as laissé ta mère venir ici. Dans ma maison. Pour me l'annoncer comme on annonce la signature d'un contrat. Alors? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué là-dedans? Il a passé une main tremblante dans ses cheveux. Il avait l'air pitoyable. L'homme fort et confiant que j'avais épousé avait disparu. Remplacé par un petit garçon pris en faute. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. A-t-il murmuré. Ces mots. Ces mots clichés. Vides de sens. Que tous les traîtres prononcent. Ils m'ont frappé avec plus de violence qu'une gifle. Ne pas me faire de mal? Ai-je crié? Ma voix se brisant enfin. Tu as détruit notre vie. Mathieu. Tu as tout détruit. Pour un héritier? C'est ça? C'était si important que ça? De donner un petit-fils à ta mère? Tu ne peux pas comprendre la pression que j'ai. La pression? Je l'ai coupée net. Ne me parle pas de pression. Tu sais ce que c'est. La pression? C'est de s'injecter des hormones mois après mois en espérant un miracle. C'est de pleurer en silence dans la salle de bain après chaque test négatif. C'est de voir le regard de pitié des autres et de devoir sourire. Ça. C'est de la pression. Toi. Tu n'as fait que céder. Tu es faible. Il a baissé la tête. Incapable de soutenir mon regard. C'était une fois. A-t-il dit. Comme si ça pouvait tout excuser. J'avais bu. C'était après un dîner d'affaires. Ça ne voulait rien dire. Ça ne voulait rien dire? J'ai fait quelques pas dans le salon. Le cœur battant à tout rompre. Je me sentais prise au piège. Cette fille. Chloé. Elle n'est pas juste tombée du ciel? N'est-ce pas? C'est la nouvelle stagiaire dont tu me parlais? Celle qui mettait trop de parfum? Il n'a pas répondu. Son silence était un aveu. C'est ta mère qui l'a engagée? N'est-ce pas? Ai-je continué? Les pièces du puzzle s'assemblant dans mon esprit avec une clarté terrifiante. C'était son plan depuis le début. Elle a vu que je n'étais pas une bonne reproductrice. Alors elle a trouvé une remplaçante. Plus jeune. Plus fertile. Et toi? Tu as marché droit dans son piège. Ce n'était pas une simple liaison. C'était une conspiration. Un projet d'héritier mené de main de maître par Geneviève. Et mon mari? Son complice docile. La nausée m'est montée à la gorge. J'ai regardé autour de moi. Cet appartement que j'aimais tant. Que nous avions décoré ensemble. Chaque meuble. Chaque objet choisi avec soin. Tout me semblait souillé. Étranger. C'était devenu une scène de crime. Le crime de ma vie. Une image m'est revenue en mémoire. Un soir d'été. Il y a 6 ans. Nous n'étions pas encore mariés. Nous nous promenions main dans la main sur les quais de Saône. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau. Nous nous étions arrêtés près du pont de la Feuillée.
Il s'était tourné vers moi. Ses yeux brillants d'amour. C'est ici que je veux vivre, m'avait-il dit. Avec toi. On trouvera un appartement avec des grandes fenêtres. On le remplira de lumière et de rire. Et on construira quelque chose de solide. Élise. Toi et moi. Quelque chose que rien ne pourra détruire. Je l'avais cru. J'avais cru à sa promesse. À la solidité de notre amour. J'avais bâti ma vie sur cette fondation. Et ce soir, je découvrais que les fondations n'étaient que du sable. Tout s'était effondré. Je suis revenue au présent. Mathieu était toujours là. Au milieu du salon. Me regardant avec des yeux de chien battu. Il attendait que je lui dise quoi faire. Comme toujours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Élise? Dis-moi. Et je le ferai. Je la quitterai. Je ne la reverrai plus jamais. On peut surmonter ça. Surmonter quoi? Ai-je demandé? Ma voix glaciale. Le fait que dans quelques mois, une autre femme mettra au monde ton fils? Ton héritier? Comment veux-tu qu'on surmonte ça? Tu veux qu'on fasse semblant que cet enfant n'existe pas? Non. Bien sûr que non. On trouvera une solution. Oh. Mais ta mère a déjà trouvé la solution? Ai-je rétorqué. Et je la connais très bien. La solution? C'est que je disparaisse. Que je m'efface gentiment pour laisser la place à la nouvelle famille. Ils élèveront l'enfant dans leur grande maison d'éculie. Et tout rentrera dans l'ordre pour la dynastie du bois. Il a secoué la tête. Non. Jamais. Je ne te laisserai jamais partir. Je t'aime. Élise. Tu ne sais même pas ce que ce mot veut dire? Ai-je soufflé? Je ne pouvais plus rester là. Je ne pouvais plus respirer le même air que lui. Je me suis dirigée vers notre chambre. Notre chambre. Le lit où nous avions dormi ensemble. Où nous avions fait l'amour. Où nous avions rêvé de notre avenir. Une autre vague de dégoût m'a submergée. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti une valise. J'ai commencé à y jeter des vêtements. Sans réfléchir. Des jeans. Des pulls. Des sous-vêtements. Des gestes mécaniques. Automatiques. C'était la seule chose à faire. Fuir. Mathieu m'a suivi. Paniqué. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. S'il te plaît. Ne pars pas. On doit parler. Il n'y a plus rien à dire. Vous avez tout dit. Ta mère? Surtout. C'est ma faute? Pas la sienne. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui suis allée avec elle. Oh. Alors tu assumes? Maintenant? Je me suis retournée. Un pull à la main. C'est un peu tard. Tu ne crois pas? Tu aurais dû assumer tes responsabilités quand tu as décidé de baisser ton pantalon. Tu aurais dû assumer quand tu as appris qu'elle était enceinte. Mais surtout, tu aurais dû assumer face à moi. Tu aurais dû avoir le courage de me le dire en face. Au lieu de laisser ta mère faire le sale boulot. Des larmes coulaient sur ses joues. Je n'ai ressenti aucune pitié. Mes propres larmes étaient taries. Remplacées par une sorte de désert aride à l'intérieur de moi. J'avais peur. A-t-il avoué? La voix étranglée. Peur de te perdre. Tu m'as déjà perdu. J'ai fermé la valise. Le clic de la serrure a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai pris ma trousse de toilette. Mon regard s'est posé sur nos deux brosses à dents. Côte à côte dans le même verre. Un détail stupide, mais qui m'a fendu le cœur. J'ai attrapé la mienne et je l'ai jetée dans la trousse.
Quand je suis revenue dans le salon, la valise à la main, il s'est planté devant la porte d'entrée, me barrant le passage. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Pousse-toi. Mathieu. Non. Pas avant que tu m'aies écouté. Vraiment écouté. On peut aller voir un conseiller conjugal. On peut arranger les choses. Pour nous. S'il te plaît. Élise. Ne jette pas tout en l'air. Pense à tout ce qu'on a construit. C'est toi qui as tout jeté en l'air? Ai-je dit. En le regardant droit dans les yeux. Et ce qu'on a construit. Apparemment. Ça ne valait pas grand-chose face à un test de grossesse positif. J'ai essayé de le contourner. Il a attrapé mon bras. Son contact m'a brûlé. Lâche-moi. Ai-je crié? Me dégageant violemment. Mon alliance a heurté son visage. Un accident. Le geste était plus symbolique qu'autre chose. Il a reculé. Surpris. Portant la main à sa joue. Je l'ai regardé. Et pour la première fois, je n'ai vu qu'un étranger. J'ai profité de son hébétude pour ouvrir la porte. Où est-ce que tu vas? A-t-il demandé. Désespéré. Loin de toi. Loin de ta famille. Loin de ce mensonge. J'ai franchi le seuil. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai descendu les escaliers. Mes pas résonnant sur le marbre. Chaque marche m'éloignait un peu plus de ma vie d'avant. Quand je suis arrivé dans la rue, l'air frais de la nuit m'a saisi. Les lumières de la ville semblaient plus crues, plus agressives. J'ai marché sans but pendant un moment, tirant ma valise derrière moi. Le bruit des roulettes sur le trottoir était le seul son qui me parvenait. Les gens me croisaient, riaient, discutaient, vivaient leur vie. Personne ne pouvait deviner que la mienne venait de voler en éclats. Finalement, j'ai hélé un taxi. Où allons-nous? Madame? M'a demandé le chauffeur. J'ai hésité. Je ne pouvais aller chez aucun ami. Je ne voulais pas de leurs questions, de leur pitié. J'avais besoin d'être seule. Un hôtel? S'il vous plaît. N'importe lequel. Il a démarré. J'ai regardé par la fenêtre les rues de Lyon défiler. Ma ville. Je l'avais toujours aimée. Ce soir, elle me paraissait hostile. La voiture a traversé le Rhône. J'ai tourné la tête pour ne pas voir les quais. Les quais de nos promesses. Le taxi m'a déposé devant un petit hôtel sans prétention dans le quartier de la Croix-Rousse. J'ai payé. J'ai pris ma valise et je suis entrée. J'ai pris une chambre pour une nuit. La réceptionniste m'a regardé avec une curiosité polie. Une femme seule. Avec une valise. Un mardi soir. Je devais avoir l'air d'une fugitive. Et c'est ce que j'étais. Je fuyais ma propre vie. La chambre était petite. Impersonnelle. Un lit. Une table. Une chaise. Une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure sombre. Ça me convenait parfaitement. J'ai posé ma valise. Sans même l'ouvrir. Je me suis assise sur le bord du lit. Le silence de la chambre m'enveloppait. C'était la première fois que j'étais vraiment seule depuis la révélation. Et là, dans cette chambre d'hôtel anonyme, j'ai enfin laissé les larmes couler. Je n'ai pas pleuré pour Mathieu. Je n'ai pas pleuré pour notre mariage brisé. J'ai pleuré pour la femme que j'étais encore quelques heures plus tôt. La femme qui croyait en l'amour. Qui avait des projets. Qui pensait avoir un avenir. Cette femme était morte. Tuée dans son propre salon par les gens qui auraient dû la protéger. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Épuisée. Vidée.
J'ai regardé ma main gauche. L'alliance était toujours là. Brillante. Moqueuse. Symbole d'une promesse violée. Lentement. Je l'ai fait glisser de mon doigt. La peau en dessous était plus pâle. Marquée par 5 années de mariage. J'ai posé la bague sur la table de chevet. Elle a roulé un instant avant de s'immobiliser. Le son minuscule du métal sur le bois a sonné comme le glas. C'était fini. Vraiment fini. Maintenant, la guerre pouvait commencer. Le lendemain matin, la lumière grise de Lyon filtrait à travers les rideaux usés de la chambre d'hôtel. J'ai ouvert les yeux après une nuit sans sommeil. Chaque fois que je fermais les paupières, je revoyais le visage triomphant de Geneviève et le ventre rond de Chloé. La réalité m'a frappé de nouveau. Aussi brutalement que la veille. Ce n'était pas un cauchemar. C'était ma nouvelle vie. Mon téléphone avait vibré toute la nuit. Des dizaines d'appels manqués de Mathieu. Des messages. Aussi. Des « je suis désolé ». Des « s'il te plaît ». Réponds-moi. Des « je t'aime ». Je les ai parcourus d'un œil vide. Ces mots n'avaient plus aucun poids. Aucune valeur. Ils n'étaient que du bruit. Il y avait aussi un message de ma sœur. Anne. Élise. Mathieu m'a appelé en panique. Il dit que tu es parti. Rappelle-moi dès que tu peux. Je m'inquiète. J'ai décidé de l'appeler. Anne était mon ancre. La seule personne à qui je pouvais tout dire sans être jugée. Elle a décroché à la première sonnerie. Élise. Mon Dieu. Où es-tu? Ça va? Ma voix était rauque quand j'ai répondu. Je suis dans un hôtel. Je ne sais pas trop. Ça ne va pas. Anne. Pas du tout. Et je lui ai tout raconté. L'arrivée de mes beaux-parents. Chloé. La grossesse. Le plan de Geneviève. Le silence de Mathieu. À chaque mot, je sentais un poids s'alléger. Parler rendait la chose réelle, mais aussi plus supportable. Anne a écouté sans m'interrompre, poussant seulement de petites exclamations de colère et d'incrédulité. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Les monstres. A-t-elle finalement lâché? Sa voix était pleine de fureur. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des monstres. Et Mathieu. Je n'ai pas de mots pour le qualifier. Il est faible. Ai-je dit. Simplement. Et sa mère le contrôle. Ça n'excuse rien. Il est aussi coupable qu'elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Pour l'instant, je dois juste respirer. Viens à la maison, m'a-t-elle proposé immédiatement. Laisse tomber cet hôtel. Tu seras mieux avec moi et Thomas. L'idée était tentante. Me réfugier dans la chaleur de son foyer. Loin de tout. Mais je ne pouvais pas. Non. Pas tout de suite. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir. Je ne veux pas vous imposer ça. Tu n'imposes rien du tout. Tu es ma sœur. Je sais. Mais s'il te plaît. Laisse-moi juste un peu de temps. Je dois décider de ce que je vais faire. Je ne veux plus être une victime dans cette histoire. Elle a compris. D'accord. Mais promets-moi de m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quoi. À n'importe quelle heure. Et surtout, ne le laisse pas te manipuler. Ne le laisse pas revenir. Ne t'inquiète pas. Ai-je répondu. La porte est fermée à double tour. Après avoir raccroché, je me sentais un peu plus forte. La colère commençait à remplacer le chagrin. Il m'avait prise pour une idiote.
Une pièce qu'on pouvait facilement écarter du jeu. Ils allaient voir. Je suis architecte. Je sais comment les choses se construisent. Mais je sais aussi très bien où se trouvent les points de rupture. Et j'allais trouver ceux de la maison du bois. Je me suis douchée. Habillée. J'ai mis les mêmes vêtements que la veille. Je me sentais comme une soldate dans son uniforme. Mon premier objectif était simple, récupérer mes affaires. Pas seulement mes vêtements. Mes plans. Mes livres. Mes souvenirs. Ma vie d'avant Mathieu. J'ai pris un taxi jusqu'à notre appartement. Le mot « notre » me brûlait les lèvres. Pendant le trajet, j'ai préparé mon plan. Je ne voulais pas le voir. J'espérais qu'il serait au travail. J'allais être rapide, efficace. Entrer, prendre ce qui m'appartenait, et sortir. Je suis arrivée devant l'immeuble. Tout semblait si normal. La porte en fer forgé. Les balcons fleuris. Rien ne laissait deviner le drame qui se jouait à l'intérieur. J'ai utilisé ma clé. Elle a tourné dans la serrure. Il ne l'avait pas changée. J'ai poussé la porte doucement. L'appartement était silencieux. J'ai appelé. D'une voix hésitante. Mathieu? Pas de réponse. Il était parti. Un immense soulagement m'a envahi. Le salon était dans l'état où je l'avais laissé. La bouteille de champagne toujours sur la table basse. Comme une preuve silencieuse du désastre. Je suis allée directement dans le bureau. C'était ma pièce préférée. Une immense bibliothèque couvrait un mur entier, rempli de livres d'art et d'architecture. Mes esquisses, mes projets, étaient étalés sur ma grande table à dessin. J'ai commencé à rassembler mes affaires les plus importantes, mon ordinateur portable, mes disques durs, mes carnets de croquis. Alors que je mettais mes dossiers dans un carton, mon regard a été attiré par un cadre photo sur le bureau. C'était une photo de nous deux, prise lors de notre lune de miel en Italie. Nous étions sur une plage en Sicile, le soleil se couchant derrière nous. Nous étions si jeunes, si heureux, si pleins d'espoir. J'ai regardé nos visages souriants, et une vague de tristesse m'a submergée. Qu'est-il arrivé à ces deux personnes? Comment en étions-nous arrivés là? J'ai pris le cadré. Sans réfléchir. Je l'ai retourné. Face contre le bureau. Je ne voulais plus voir ce mensonge. J'ai ensuite commencé à vider mes tiroirs. Et c'est là que je l'ai trouvé. Caché sous une pile de vieux relevés bancaires, il y avait un dossier en carton bleu. Il n'y avait rien d'écrit dessus. Par curiosité, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des documents. Des brochures d'avocats spécialisés en droit de la famille. Des simulations de calcul de pension alimentaire. Et un projet d'accord de divorce. Un projet détaillé, qui stipulait que je renonçais à toute prestation compensatoire en échange d'une somme forfaitaire. Une somme généreuse, certes, mais dérisoire par rapport à la fortune des Dubois. Le document était daté de 3 semaines. 3 semaines. Il préparait ma sortie depuis des semaines. Pendant que je me faisais des injections d'hormones. Pendant que je pleurais sur notre sort. Mon mari et sa famille planifiaient mon éviction dans les moindres détails. La trahison était encore plus profonde, plus calculée que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas juste une erreur, une faiblesse passagère. C'était prémédité. J'ai senti le sang me monter à la tête. J'ai pris le dossier et je l'ai mis dans mon carton. C'était une preuve. Une arme. J'ai continué à faire mes cartons. Le cœur rempli d'une rage froide et déterminée. J'ai pris mes vêtements. Mes chaussures. Mes livres.
Chaque objet que je touchais semblait me rappeler un souvenir. Un souvenir désormais empoisonné. Alors que je sortais de la chambre, un bruit dans le couloir m'a fait sursauter. La porte d'entrée s'est ouverte. C'était lui. Il s'est arrêté net en me voyant, entouré de cartons. Élise. Tu es revenue. Il y avait de l'espoir dans sa voix. Je l'ai éteint immédiatement. Je suis juste venue chercher mes affaires. Il a vu les cartons. Mon visage fermé. Son espoir s'est transformé en désespoir. Ne fais pas ça. On peut encore arranger les choses. Arranger les choses? J'ai sorti le dossier bleu de mon carton et je le lui ai jeté sur la poitrine. Il l'a rattrapé par réflexe. Tu appelles ça arranger les choses? Il a ouvert le dossier. Son visage a blêmi en voyant les documents. Élise. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est ma mère. Elle m'a forcé à. Ne prononce plus le nom de ta mère devant moi. Ai-je hurlé. Et arrête de te cacher derrière elle. Tu es un homme. Mathieu. Ou tu n'es que sa marionnette? Tu as signé pour ça? Tu étais d'accord pour me jeter dehors avec un chèque? Comme une employée qu'on licencie? Il n'a rien dit. Il fixait les papiers. Honteux. J'allais t'en parler, a-t-il fini par balbutier. Quand? Après la naissance de l'enfant? Ou peut-être que vous auriez attendu le baptême pour m'envoyer les papiers du divorce avec les faire-part? Le sarcasme dans ma voix était tranchant comme du verre brisé. Je le voyais se recroqueviller sous mes mots. Une partie de moi, une toute petite partie enfouie, avait mal de lui faire mal. Mais la plus grande partie se sentait justifiée. Il méritait chaque mot. Je ne veux plus jamais te voir? Ai-je dit. Ma voix redevenant calme? Mais d'un calme terrifiant. La seule personne avec qui je parlerai désormais, c'est mon avocat. Le mot avocat l'a fait réagir. N'en arrivons pas là. Élise. On peut régler ça à l'amiable. Pour notre bien à tous. Pour ne pas créer de scandale. Un scandale? J'ai ri. Tu as peur d'un scandale? Tu aurais dû y penser avant de faire un enfant dans le dos de ta femme. Ta famille déteste les scandales? N'est-ce pas? Ça fait mauvais genre pour les affaires. Eh bien? Peut-être qu'un petit scandale est exactement ce dont vous avez besoin. J'ai pris mes cartons et je me suis dirigé vers la porte. Il ne m'a pas arrêté cette fois. Il était comme paralysé. Avant de partir, je me suis retourné une dernière fois. Tu sais ce qui est le plus triste? Mathieu? Ce n'est pas ta trahison. C'est ta lâcheté. J'ai cru que j'avais épousé un homme. Je me suis trompé. J'ai fermé la porte derrière moi. Définitivement. J'ai appelé un taxi pour transporter mes affaires. Le chauffeur m'a aidé à charger les cartons. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé l'immeuble une dernière fois par la vitre arrière. C'était la fin d'un chapitre. Un chapitre de 5 ans. J'avais l'impression de laisser une partie de moi-même derrière. Dans cet appartement rempli de fantômes. Je me suis fait conduire à un garde-meuble que j'avais réservé par téléphone. J'y ai déposé mes cartons. Je ne savais pas encore où j'allais vivre. Mais je ne voulais pas que ma vie soit contenue dans des boîtes en carton chez ma sœur. J'avais besoin d'un espace neutre. Une page blanche. Une fois mes affaires en sécurité, je me sentais plus légère. Libérée. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le nom d'un avocat. J'en ai trouvé une. Maître Isabelle Fournier. Spécialisée en droit de la famille. Réputée pour être tenace et intransigeante. Exactement ce dont j'avais besoin. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain. Le soir, j'ai finalement accepté l'invitation d'Anne.
Je ne voulais pas passer une autre nuit seule dans cette chambre d'hôtel déprimante. Quand je suis arrivée chez elle, elle m'a prise dans ses bras sans dire un mot. Son étreinte était tout ce dont j'avais besoin. Thomas, son mari, m'a regardé avec une profonde sympathie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Élise. Même si c'est juste de casser quelque chose, dis-le nous. J'ai souri. Un vrai sourire. Pour la première fois depuis 48 heures. Merci. Pour l'instant, je crois que j'ai juste besoin d'un verre de vin. Nous nous sommes assis dans leur cuisine. Anne m'a servi un verre de vin blanc bien frais. Le liquide froid dans ma gorge m'a fait du bien. Je leur ai raconté ma journée. La découverte du dossier de divorce. C'est encore pire que ce que je pensais, a dit Anne, secouant la tête de dégoût. Ils l'ont planifié. C'est diabolique. Geneviève est diabolique? Ai-je corrigé? Mathieu n'est que son instrument. Ce qui ne le rend pas moins coupable? A ajouté Thomas. Il avait le choix. Il a fait le mauvais. Il avait raison. J'avais passé des années à trouver des excuses à Mathieu, à justifier sa faiblesse face à sa mère. C'était terminé. Pendant le dîner, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô? Madame Dubois? Élise Dubois? C'était une voix de femme, jeune et tremblante. J'ai reconnu cette voix. Chloé. Mon cœur s'est serré. Que me voulait-elle? C'est moi. Que voulez-vous? Je suis désolée de vous appeler. J'ai eu votre numéro par Mathieu. Je voulais juste m'excuser. Je ne savais pas que les choses se passeraient comme ça. Je suis tellement désolée. Elle pleurait. Je pouvais l'entendre sangloter à l'autre bout du fil. Une partie de moi aurait dû ressentir de la compassion. Elle était jeune, enceinte, et probablement aussi manipulée que moi. Mais je n'y arrivais pas. Je n'entendais que la voix de la femme qui avait couché avec mon mari et qui portait son enfant. Vos excuses ne changent rien? Ai-je répondu froidement. Ne m'appelez plus. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Anne m'a regardée. Interrogatrice. C'était elle. Elle n'a pas eu besoin de demander qui était elle. Son visage s'est durci. Qu'est-ce qu'elle voulait? S'excuser. Elle a du culot. Oui. Elle avait du culot. Ou alors? Elle était désespérée. Peut-être les deux. Mais pour le moment, ce n'était pas mon problème. J'avais mes propres batailles à mener. Et la première aurait lieu le lendemain, dans le bureau de Maître Fournier. Le cabinet de Maître Isabelle Fournier était situé sur la presqu'île, dans un immeuble ancien avec une vue imprenable sur le Rhône. Tout y était sobre, élégant et intimidant. Des murs blancs, des meubles design, des œuvres d'art contemporain. Cela respirait la compétence et le succès. Maître Fournier elle-même correspondait parfaitement à ce décor. La cinquantaine, des cheveux gris coupés courts, un regard perçant derrière des lunettes à monture noire. Elle m'a accueilli avec une poignée de main ferme et m'a invité à m'asseoir. Alors, Madame Dubois, a-t-elle commencé? Sans préambule. Racontez-moi tout. Et je lui ai tout raconté. Encore une fois. Mais cette fois, ce n'était pas pour chercher du réconfort. C'était pour établir les faits. J'ai exposé l'histoire de manière aussi objective que possible, notre mariage, les problèmes de fertilité, la pression de ma belle-mère, la découverte de la liaison et de la grossesse,
La confrontation. Et enfin, le dossier de divorce trouvé dans le bureau de Mathieu. Je le lui ai tendu. Elle l'a parcouru en silence, les sourcils légèrement froncés. Quand j'ai terminé, elle a posé les documents sur son bureau et m'a regardé longuement. C'est une histoire sordide? A-t-elle dit. Sa voix neutre. Mais malheureusement, pas si rare dans certains milieux. La pression de la succession peut pousser les gens à des extrémités. Extrêmes. Elle a tapoté le dossier avec son stylo. Ce projet d'accord est une insulte. Ils ont tenté de vous intimider pour que vous acceptiez une sortie rapide et silencieuse. Ils vous ont sous-estimé. Ces mots m'ont fait du bien. Elle ne me voyait pas comme une victime éplorée, mais comme une combattante. Que voulez-vous? Élise? M'a-t-elle demandé, en m'appelant par mon prénom pour la première fois. La vengeance? L'argent? La justice? Il est important de définir votre objectif. J'ai réfléchi un instant. Que voulais-je? Vraiment? Je ne veux pas de leur argent sale? Ai-je répondu. Ce n'est pas le but. Je veux ce qui me revient de droit. Bien sûr. J'ai mis ma carrière entre parenthèses plusieurs fois pour lui. Pour nous. J'ai participé à la rénovation de notre appartement qui a pris une valeur considérable. Mais plus que l'argent. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas détruire la vie de quelqu'un et s'en tirer sans conséquence. Je veux que leur petit plan parfait ait des failles. Je veux ma dignité. Maître Fournier a hoché la tête. Un fin sourire se dessinant sur ses lèvres. La dignité. C'est un excellent objectif. Et un objectif que la loi peut vous aider à atteindre. Nous allons donc refuser leur proposition et faire la nôtre. Une proposition juste, basée sur vos contributions au mariage et le préjudice moral que vous avez subi. La faute de votre mari est évidente et facilement prouvable. La grossesse de sa maîtresse est ce qu'on appelle une preuve irréfutable. Et pour sa mère? Ai-je demandé. Peut-on faire quelque chose contre elle? C'est elle, le cerveau de toute cette opération. Légalement, c'est plus compliqué, a-t-elle admis. Nous ne pouvons pas l'attaquer directement. Mais nous pouvons utiliser son implication pour mettre la pression sur votre mari. Aucun juge n'appréciera l'histoire d'une belle-mère qui organise la procréation d'un héritier dans le dos de sa belle-fille. Cela jouera en notre faveur pour démontrer le préjudice moral. Ils veulent éviter un scandale? Parfait. Le scandale sera notre meilleure arme de négociation. Je me suis sentie plus forte en quittant son bureau. J'avais une alliée. Une stratège. La partie d'échecs pouvait commencer. Geneviève avait avancé ses pions. C'était à mon tour de jouer. Les jours suivants ont été un étrange mélange de vide et d'activité. Je vivais toujours chez ma sœur. Ce qui me donnait un sentiment de sécurité. La journée, je me plongeais dans le travail. J'avais pris quelques jours de congé, mais l'inactivité me pesait. J'ai donc appelé mon associé, Lucas, pour lui expliquer la situation. Il a été formidable. Prends tout le temps qu'il te faut. Élise, m'a-t-il dit. Sa voix pleine de compassion. Mais si le travail peut t'aider à te changer les idées. Le projet pour les quais de Saône t'attend. On a besoin de tes lumières. Alors, je me suis remise au travail. Dessiner des lignes. Calculer des structures. Imaginer des espaces. C'était mon refuge. Dans l'architecture, tout est logique. Tout a un sens. C'était l'antidote parfait au chaos de ma vie personnelle. Pendant ce temps, Maître Fournier avait envoyé notre contre-proposition à l'avocat de Mathieu. La réponse ne s'est pas fait attendre. Ils ont refusé.
Leur avocat. Un certain maître Lambert, un vieil ami de la famille Dubois, a qualifié nos demandes d'excessives et déraisonnables. C'est la procédure standard, m'a expliqué maître Fournier au téléphone. Il teste notre détermination. Nous allons maintenir notre position. La prochaine étape sera une confrontation. Cette confrontation a eu lieu une semaine plus tard. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de réunion neutre, dans les locaux d'un médiateur. J'étais assise à côté de maître Fournier. En face de moi, Mathieu et son avocat. C'était la première fois que je le revoyais depuis que j'avais quitté l'appartement. Il avait maigri, des cernes sombres sous les yeux. Il n'a pas osé croiser mon regard. Maître Lambert a pris la parole. C'était un homme d'un certain âge, avec une assurance arrogante. Il a parlé de l'importance de trouver une solution rapide, dans l'intérêt de tous, pour préserver la sérénité de la famille. Chaque mot était choisi pour minimiser la faute de Mathieu et me faire passer pour une femme cupide et revancharde. Quand il a eu fini, maître Fournier a pris la parole. Sa voix était calme, mais chaque mot était pesé, précis. Maître, nous ne sommes pas ici pour préserver la sérénité d'une famille qui a délibérément orchestré la destruction d'un mariage. Nous sommes ici pour obtenir réparation pour ma cliente, qui a été trompée, humiliée et trahie de la manière la plus cruelle qui soit. Elle a ensuite détaillé, point par point, le préjudice que j'avais subi. Pas seulement la trahison conjugale, mais aussi les années de pression psychologique de la part de ma belle-mère, les traitements de fertilité douloureux et inutiles, le choc de la découverte. Elle a dressé un portrait de moi non pas comme une épouse bafouée, mais comme une femme dont la vie et la santé mentale avaient été mises en péril. Pendant qu'elle parlait, je voyais Mathieu se tasser sur sa chaise. Il semblait écrasé par le poids de la réalité, présentée de manière si crue. Puis, maître Fournier a sorti son coup de grâce. Et nous n'avons pas encore abordé la question de la préméditation. Ma cliente a découvert un dossier contenant des projets d'acte de divorce datant de plusieurs semaines avant qu'elle ne soit mise au courant de la situation. Un fait qui démontre une intention claire de la manipuler et de la congédier de la manière la plus économique possible. Je suis certaine qu'un juge apprécierait ce détail. Et je ne parle même pas de la presse locale, toujours friande des histoires croustillantes sur les grandes familles lyonnaises. Le mot « presse » a eu l'effet d'une bombe. Le visage de maître Lambert s'est durci. L'arrogance a laissé place à l'inquiétude. Il a jeté un regard furieux à Mathieu, comme s'il découvrait cet élément. C'est du chantage ? A-t-il sifflé. C'est une négociation ? A rétorqué maître Fournier. Imperturbable. Vous avez le choix. Soit nous trouvons un accord juste et équitable ici et maintenant, soit nous laissons un juge décider. Et nous plaiderons notre cause en public. La réunion s'est terminée sur cette menace. Maître Lambert a demandé une suspension de séance pour s'entretenir avec son client. En sortant de la salle, alors que j'attendais maître Fournier dans le couloir, Mathieu s'est approché de moi. Élise. Je t'ai dit que je ne voulais plus te parler ? Ai-je coupé ? Je sais. Juste une chose. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu ça. Ce dossier. C'est ma mère. Elle a tout fait. Elle m'a mis une pression terrible. Je l'ai regardée. Et pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère, ni tristesse. Juste une immense pitié. Le problème, Mathieu, ce n'est pas ce que ta mère a fait. C'est ce que toi, tu n'as pas fait. Tu n'as rien fait pour me protéger. Tu ne m'as pas défendu. Tu l'as laissé faire. Et tu as participé. C'est ça que je ne te pardonnerai jamais.
Il a ouvert la bouche pour répondre. Mais aucun son n'en est sorti. Il savait que j'avais raison. Maître Fournier m'a rejointe. Elle a posé une main sur mon épaule. On les a mis sur la défensive. Ils vont revenir vers nous. Elle avait raison. 2 jours plus tard, nous avons reçu une nouvelle proposition. Beaucoup plus proche de ce que nous demandions. Ils voulaient acheter mon silence. J'ai parlé avec mon avocate. C'est une bonne offre? A-t-elle dit. Financièrement, vous seriez à l'abri pour un bon moment. Vous pourriez prendre un nouveau départ. Accepter? C'était mettre fin à tout ça. Tourner la page. Mais quelque chose en moi résistait. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de principe. S'il pensait pouvoir tout régler avec un chèque, il n'avait rien compris. Ce n'est pas assez? Ai-je dit. Maître Fournier a souri. Je m'en doutais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je veux des excuses. Publiques. Elle a haussé un sourcil. Surprise et amusée. C'est une demande. Inhabituelle. Je veux qu'elle, Geneviève, reconnaisse ce qu'elle a fait. Je veux qu'elle s'excuse. Pas à moi en privé. Je veux qu'elle le fasse devant Mathieu. C'était une demande folle. Probablement irréalisable. Mais c'était devenu mon nouvel objectif. Je ne voulais pas seulement gagner la guerre financière. Je voulais gagner la guerre morale. Je voulais que Mathieu entende de la bouche de sa propre mère l'aveu de sa manipulation. Peut-être qu'alors, il comprendrait enfin l'ampleur de ce qu'il avait laissé faire. Maître Fournier a transmis ma demande. Comme prévu. La réaction a été violente. Maître Lambert a parlé de provocation et de demande fantaisiste. Mais nous avons tenu bon. Pas d'excuses. Pas d'accord. Le silence radio a duré plusieurs jours. La tension montait. Je savais que chez les Dubois, la situation devait être explosive. Geneviève ne devait pas supporter qu'on lui dicte sa conduite. Un soir, alors que je rentrais à l'appartement d'Anne, j'ai eu une surprise. Une voiture que je ne connaissais que trop bien était garée en bas de l'immeuble. La grosse berline allemande de mon beau-père. Et à côté, appuyée contre la portière, attendait Geneviève. Elle était seule. En me voyant arriver, elle s'est redressée. Elle portait un tailleur pantalon beige, impeccable comme toujours. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Elle semblait moins assurée. Presque. Fragile. C'était la première fois que je la voyais en dehors de son environnement habituel. Loin de sa grande maison et de son mari silencieux. Élise, a-t-elle dit. Sa voix étonnamment calme. Il faut que nous parlions. Je me suis arrêtée à quelques mètres d'elle. Méfiante. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour. De l'ignorer. Mais la curiosité. Et peut-être une pointe de fascination morbide. M'ont retenu. Que faisait-elle ici? À m'attendre dans la rue comme une vulgaire mortelle? Je n'ai rien à vous dire. Geneviève. Moi. Si. Elle a fait un pas vers moi. Un geste qui se voulait apaisant. Mais qui n'a fait que tendre davantage l'atmosphère. Ce que ton avocate demande est ridicule. Je ne m'excuserai jamais. Alors nous n'avons rien à nous dire. J'ai commencé à marcher vers la porte de l'immeuble. Attends. Sa voix a claqué. Plus autoritaire. L'ancienne Geneviève était de retour. Tu crois vraiment que tu vas gagner? Tu te bats contre une famille? Élise. Contre un nom. Tu n'es qu'une pièce rapportée. Tu finiras par perdre.
Je me suis retournée pour lui faire face. Une colère froide m'a envahi. La seule chose que j'ai déjà perdue, c'est mon mari et 5 ans de ma vie. Je n'ai plus rien à perdre. Et vous? Que risquez-vous de perdre? Geneviève? Votre réputation? Le contrôle sur votre fils? L'héritier parfait que vous avez commandé sur mesure? Son visage s'est crispé. J'avais touché un point sensible. Tu ne comprends rien? A-t-elle sifflé. J'ai fait ça pour la pérennité de notre famille. Pour Mathieu. Il a besoin d'un fil pour prendre sa place. Pour avoir un but. C'est un devoir. Un sacrifice. Un sacrifice? J'ai éclaté d'un rire incrédule. Vous appelez ça un sacrifice? Vous avez sacrifié mon bonheur? Ma santé? Mon mariage? Vous avez sacrifié la dignité de votre propre fils? En le transformant en un simple étalon. Et vous avez sacrifié l'avenir de cette jeune fille. Chloé. En la réduisant à un ventre. Tout ça pour votre précieuse pérennité. C'est de l'égoïsme pur? Pas du sacrifice. Elle m'a regardé avec un mépris glacial. Tu parles comme une enfant gâtée. La vie n'est pas une question de bonheur personnel. C'est une question de legs. De ce qu'on laisse derrière nous. Je préfère ne rien laisser derrière moi plutôt que de laisser un champ de ruines comme vous êtes en train de le faire. Elle a secoué la tête. Un air de pitié sur le visage. Accepte l'argent. Élise. C'est une offre généreuse. Par refaire ta vie ailleurs. Oublie-nous. C'est la meilleure solution pour tout le monde. La meilleure solution pour vous? Vous voulez dire? Non. Je n'accepterai pas. Pas tant que vous n'aurez pas reconnu ce que vous avez fait. Jamais. A-t-elle répété. Ses yeux brillant d'une lueur dure. Alors ce sera la guerre. Et je peux te garantir que tu ne veux pas entrer en guerre avec moi. Elle a tourné les talons. Est montée dans sa voiture et a démarré en trombe. Laissant derrière elle une odeur de pneus brûlés et de menaces non dites. Je suis restée un instant sur le trottoir. Tremblante. La confrontation m'avait vidée. Mais elle m'avait aussi renforcée dans ma détermination. La guerre était déclarée. Les jours suivants, j'ai compris ce qu'elle entendait par guerre. Des choses étranges ont commencé à se produire. Un de mes plus gros clients, avec qui je travaillais depuis des années, a subitement annulé un contrat important, sans donner d'explication valable. Mon associé, Lucas, m'a appelé, inquiet. Je ne comprends pas. Élise. Ils adorent ton travail. J'ai eu le directeur au téléphone. Il était terriblement gêné. Il a marmonné quelque chose à propos d'une réorientation stratégique. Ça n'a aucun sens. Ça en avait pour moi. Le client en question avait des liens d'affaires avec l'empire immobilier des Dubois. C'était un avertissement. Geneviève utilisait son influence pour me nuire professionnellement. Puis, des rumeurs ont commencé à circuler. Des bruits de couloir. Des insinuations. Que j'étais instable. Difficile à vivre. Que la séparation était due à mes exigences démesurées et à mon refus de fonder une famille. Des mensonges distillés habilement dans les cercles que nous fréquentions. C'était insidieux. Pervers. Elle essayait de salir ma réputation. De m'isoler. J'en ai parlé à Maître Fournier. C'est une tactique de harcèlement classique. A-t-elle analysé? Le visage grave. C'est difficile à prouver. Mais c'est clairement destiné à vous faire craquer. Elle veut vous épuiser. Et j'étais épuisée. Le soir, je rentrais chez ma sœur. Le moral à zéro. Je doutais.
Est-ce que ça en valait la peine? Ne devais-je pas simplement accepter l'argent et partir? Comme elle me l'avait suggéré? Ne la laisse pas gagner? Me disait Anne. Furieuse. C'est exactement ce qu'elle veut. Que tu abandonnes. Tu es plus forte que ça. Elle avait raison. Mais c'était difficile. C'est alors que j'ai reçu un autre appel inattendu. Chloé. Encore. S'il vous plaît. Ne raccrochez pas. A-t-elle dit précipitamment. Avant que je ne puisse le faire. Il faut que je vous voie. C'est important. Je crois que vous devez savoir certaines choses. Sa voix était différente. Moins de larmes. Plus d'urgence. J'ai hésité. Une partie de moi n'avait aucune envie de voir le visage de la maîtresse de mon mari. Mais une autre partie, la stratège qui sommeillait en moi, a senti qu'il y avait là une opportunité. Une faille dans le plan de Geneviève. Où? Ai-je demandé sèchement. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café près de la Pardieu. Un lieu neutre. Bruyant. Où personne ne nous remarquerait. Elle était déjà là quand je suis arrivée. Assise à une table dans un coin. Le visage pâle. Les mains nerveusement posées sur son ventre qui s'était encore arrondi. Elle semblait encore plus jeune. Encore plus perdue que dans mon souvenir. Je me suis assise en face d'elle. Sans un mot. Merci d'être venue. A-t-elle commencé? D'une petite voix. Allez droit au but. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a pris une profonde inspiration. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais voulu détruire votre mariage. Quand j'ai rencontré Mathieu, il m'a dit que vous étiez en instance de séparation. Que votre mariage était fini depuis longtemps. Mais que vous viviez encore sous le même toit pour les apparences. Le mensonge. Le mensonge classique. Éculé. Et elle l'avait cru. Il m'a dit que vous ne pouviez pas avoir d'enfant et que c'était la cause de votre rupture. Il était si triste. Si seul. Je suis tombée amoureuse. Je l'ai regardé. Sans ciller. Je n'ai ressenti ni colère. Ni jalousie. Juste une sorte de tristesse infinie pour nous deux. Deux femmes. Victimes du même homme faible et de sa mère manipulatrice. Et quand je suis tombée enceinte? A-t-elle continué? Les larmes montant à ses yeux? Sa mère, Madame Dubois, m'a prise sous son aile. Elle était si gentille au début. Elle m'a dit qu'elle s'occuperait de tout. Elle m'a trouvé un appartement. Elle m'a dit que Mathieu et moi allions nous marier dès que le divorce serait prononcé. Elle m'a promis une famille. J'ai compris. Geneviève l'avait séduite avec le même genre de promesse qu'elle avait faite à son fils. La promesse d'une vie de rêve. Mais maintenant, tout est différent. A-t-elle murmuré? Sa voix se brisant. Depuis que vous résistez, elle a changé. Elle est froide? Distante. Elle me contrôle. Elle a fait installer une assistante dans mon appartement, qui est là jour et nuit. Officiellement pour m'aider. Mais en réalité, pour me surveiller. Elle contrôle mes appels. Mes sorties. Elle dit que c'est pour protéger le bébé. J'ai l'impression d'être en prison. Une prison dorée. Geneviève s'assurait que son précieux incubateur ne s'échappe pas. Hier, je l'ai entendu parler à son avocat au téléphone. Elle disait que si les choses tournaient mal, il y avait des moyens de prouver que j'étais une mère inapte. Que mon passé. J'ai eu une jeunesse un peu difficile. Elle disait qu'elle pourrait facilement obtenir la garde exclusive de l'enfant. Le masque est tombé. Chloé a enfin compris. Elle n'était pas la future belle-fille. Elle n'était qu'un moyen. Un instrument.
Une fois qu'elle aurait livré l'héritier, elle deviendrait encombrante. Et Geneviève avait déjà prévu comment se débarrasser d'elle. Elle va me prendre mon bébé, a sangloté Chloé. Complètement effondrée. Mathieu ne dit rien. Il la laisse faire. Il a peur d'elle? Comme tout le monde. Je ne sais pas quoi faire. Je suis seule. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, la laissant pleurer. Ma haine pour elle s'était évaporée, remplacée par autre chose. De la pitié? Peut-être. Et surtout, une prise de conscience. Nous n'étions pas des ennemis. Notre véritable ennemi, c'était Geneviève. J'ai pris une décision. Une décision risquée, mais qui me semblait être la seule juste. Je vais vous aider, ai-je dit. Elle a relevé la tête, les yeux écarquillés de surprise. Vous feriez ça? Après tout ce que... Je ne le fais pas pour vous. Ai-je précisé? Ma voix dure. Je le fais pour cet enfant, qui n'a rien demandé. Et je le fais pour moi. Parce que je ne laisserai pas Geneviève gagner. Pas comme ça. J'ai sorti un carnet de mon sac. Racontez-moi tout. Dans les moindres détails. Toutes les promesses qu'elle vous a faites. Toutes les conversations que vous avez surprises. Tous les documents qu'elle vous a fait signer. Tout. Pendant 1 heure, elle a parlé. Et j'ai pris des notes. C'était une histoire sordide de manipulation psychologique, de fausses promesses et de menaces voilées. Geneviève avait bâti un château de cartes, et Chloé venait de me donner le moyen de le faire s'effondrer. Quand elle a eu fini, elle semblait soulagée. Qu'est-ce que vous allez faire? M'a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore exactement. Mais j'ai une idée. Rentrez chez vous. Agissez normalement. Ne montrez surtout pas que nous nous sommes vus. Je vous contacterai. Je l'ai laissé dans le café. En sortant, je me sentais transformée. La victime était devenue stratège. La guerre n'était plus seulement défensive. J'allais contre-attaquer. Et j'avais une nouvelle alliée. Inattendue mais précieuse. J'ai appelé Maître Fournier. Isabelle? J'ai du nouveau. Du très lourd. Je crois que nous avons de quoi faire plier Geneviève Dubois une bonne fois pour toutes. La nouvelle stratégie était audacieuse. Dangereuse. Même. Maître Fournier m'a mise en garde. Si nous jouons cette carte, Élise, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce ne sera plus une négociation de divorce. Ce sera une déclaration de guerre totale. La famille Dubois mettra tout en œuvre pour vous discréditer. Êtes-vous prête pour ça? J'ai regardé par la fenêtre de son bureau. Vers le fleuve qui coulait. Imperturbable. J'avais passé des semaines à subir. À encaisser les coups. C'était terminé. Je suis prête? Ai-je répondu? Ma voix ferme. Elle a voulu la guerre. Elle va l'avoir. Notre plan reposait sur les informations de Chloé. Geneviève, dans son arrogance, avait commis plusieurs erreurs. Elle avait mis par écrit certaines de ses promesses, dans des échanges de mails avec Chloé pour la rassurer au début de sa grossesse. Elle lui avait fait signer un document, rédigé par un notaire complaisant, qui s'apparentait à un contrat de mère porteuse déguisée, promettant à Chloé une compensation financière substantielle après la naissance, en échange de son consentement à une adoption plénière par Mathieu. Un document probablement illégal en France, où la gestation pour autrui est interdite. Chloé, dans sa naïveté et sa confiance, avait tout gardé. Elle m'a transmis des copies de tout via une messagerie sécurisée.
C'était de l'or. Maître Fournier a préparé une offensive juridique. Nous n'allions plus nous contenter de négocier la prestation compensatoire. Nous allions déposer une plainte. Pas seulement contre Mathieu pour adultère, ce qui était une évidence, mais nous allions aussi monter un dossier démontrant les manœuvres frauduleuses et la pression psychologique exercée par Geneviève. Nous allions suggérer que Chloé elle-même était une victime, manipulée dans le but de contourner la loi sur la GPA. Nous n'allons pas gagner sur ce terrain, m'a prévenu mon avocate. C'est trop difficile à prouver. Mais le but n'est pas de gagner au tribunal. Le but est de créer un levier si puissant, une menace de scandale si énorme, qu'ils n'auront d'autre choix que de céder à toutes nos conditions. Y compris les excuses publiques de Madame Dubois. Avant de lancer l'offensive, j'ai décidé de faire une dernière tentative. Pas pour négocier, mais pour observer. J'ai demandé, via nos avocats, une ultime réunion de famille. Je voulais qu'ils soient tous là. Bernard, Geneviève et Mathieu. J'ai précisé que je viendrais seule, sans mon avocate. C'était un risque, mais je voulais les regarder dans les yeux une dernière fois. Tous ensemble. Contre toute attente, ils ont accepté. La réunion a été fixée dans la tanière du loup, leur grande maison d'Écully. Geneviève voulait sans doute me montrer qu'elle était toujours maîtresse du jeu. Sur son propre territoire. Le jour J. Je me suis garée devant l'imposant portail en fer forgé. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, froide, massive, silencieuse. J'ai sonné. C'est Bernard qui m'a ouvert. Il avait l'air encore plus fatigué, plus effacé que d'habitude. Il m'a conduite au grand salon, celui avec l'immense cheminée de marbre où trônait le portrait d'un ancêtre de la famille. Ils étaient là. Geneviève, assise droite dans un fauteuil Louis XV, tel un monarque sur son trône. Mathieu, debout près de la fenêtre, le dos tourné, regardant le jardin parfaitement entretenu. Élise m'a accueilli Geneviève, d'un ton glacial. Nous t'écoutons. Fais vite. Nous n'avons pas de temps à perdre avec tes caprices. Ceci n'est pas un caprice, ai-je répondu, en restant debout au milieu de la pièce. Je refusais de m'asseoir, de me mettre à leur niveau. C'est votre dernière chance de mettre fin à cette histoire proprement. Nous t'avons fait une offre très généreuse, a-t-elle rétorqué. C'est toi qui la refuses. Votre argent ne m'intéresse pas. Je vous l'ai déjà dit. Je veux des excuses. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux que vous admettiez, ici, devant votre mari et votre fils, que vous avez tout manigancé. Que vous avez engagé cette fille. Que vous l'avez poussée dans les bras de Mathieu. Et que vous avez planifié de me jeter dehors une fois l'héritier conçu. Un silence de mort est tombé dans la pièce. Mathieu s'est retourné, le visage blême. Bernard semblait retenir sa respiration. Geneviève a esquissé un sourire méprisant. Tu es folle. Tu te racontes des histoires. Mathieu a commis une erreur. Il l'a reconnue. Point final. N'essaie pas de me mêler à ces frasques. Vous niez ? J'affirme que tu es une petite arriviste qui essaie de tirer profit de la situation. Tu n'as jamais été à la hauteur pour faire partie de cette famille. Ton infertilité l'a prouvé. Chaque mot était une gifle. Mais cette fois, ça ne me touchait plus. J'étais blindée. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Je pensais que vous diriez ça. C'est pour ça que j'ai pris quelques précautions. J'ai appuyé sur « Play ». Un enregistrement audio a commencé à jouer dans le silence du salon. C'était la voix de Chloé.
Claire, distincte. Elle racontait tout. Le mensonge de Mathieu sur notre séparation. Les promesses de Geneviève. Le contrat qu'on lui avait fait signer. Les menaces sur la garde de son enfant. Le visage de Geneviève s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues. Elle a regardé Mathieu avec une fureur glaciale. C'était lui qui avait donné mon numéro à Chloé. Il venait de signer leur arrêt de mort. Mathieu, lui, me regardait avec un mélange de terreur et d'admiration. Il n'arrivait pas à croire que j'avais osé. Bernard s'est affalé dans son fauteuil, comme si on lui avait coupé les jambes. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai aussi des copies de mes. Ai-je continué? Ma voix calme et posée. Et une copie du contrat que vous lui avez fait signer. Mon avocate est en train de rédiger une plainte. Pas seulement pour le divorce, mais pour tentative de contournement de la loi. Manipulation. Harcèlement moral. La liste est longue. Je me demande ce que les journaux en penseraient. La grande famille Dubois et son bébé sur commande. C'est un joli titre. Non. Geneviève était sans voix. Pour la première fois de ma vie. Je la voyais complètement déstabilisée. Son masque de contrôle s'était fissuré. Tu n'oserais pas? A-t-elle balbutié. Mettez-moi au défi. Ai-je répondu. J'ai tout perdu. Je n'ai plus peur de rien. Et surtout pas de vous. C'est à ce moment-là que Mathieu a explosé. Toute la pression. Toute la culpabilité. Toute la colère qu'il avait contenue pendant des semaines ont éclaté. Mais sa colère n'était pas dirigée contre moi. Elle était pour sa mère. C'est de ta faute, a-t-il crié, en se tournant vers elle. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que c'était une idée folle. Que ça allait nous détruire. Mais tu n'as jamais écouté. Jamais. Tu ne penses qu'à ton nom. À ta succession. À ton empire. Je l'ai fait pour toi. A hurlé Geneviève en retour, se levant de son fauteuil. Non. Tu l'as fait pour toi. Tu as toujours tout fait pour toi. Tu as contrôlé ma vie depuis ma naissance. Le choix de mes études. Le choix de mes amis. Et même le choix de ma femme. Et quand Élise n'a pas correspondu à tes attentes, tu as décidé de la remplacer. Comme on change un meuble. Ne me parle pas sur ce ton. Je te parle comme je veux. C'est terminé. Tu entends? Je ne suis plus ta marionnette. Il s'est tourné vers moi. Les yeux pleins de larmes. Élise. Je suis désolée. Tellement désolée. Pour tout. Je t'ai aimé. Je t'aime encore. Mais j'ai tout gâché. J'ai été faible. Lâche. Je l'ai laissé nous détruire. C'était la première fois qu'il lui tenait tête. La première fois qu'il prenait conscience de sa propre responsabilité. C'était trop peu. Et beaucoup trop tard. Mais c'était là. La scène était surréaliste. Le grand salon bourgeois était devenu le théâtre d'un règlement de compte familial violent. Bernard, le père invisible, a finalement pris la parole. D'une voix faible. Ça suffit. Arrêtez. Tous les deux. Personne ne l'a écouté. Geneviève m'a foudroyé du regard. La détresse avait laissé place à une haine pure. Sors d'ici. A-t-elle craché. Sors de ma maison. Avec plaisir. Ai-je répondu. Je n'avais plus rien à faire ici. J'avais planté la graine de la discorde. J'avais retourné le fils contre la mère. Le château de cartes commençait à s'effondrer de l'intérieur. J'ai jeté un dernier regard à Mathieu. Il pleurait.
Le visage entre les mains. Une image pathétique. J'ai tourné les talons et je suis parti. Sans un mot de plus. En sortant de la maison, j'ai respiré l'air frais comme si je sortais d'une longue apnée. J'avais gagné la bataille. La guerre n'était pas encore terminée. Mais le point culminant était passé. Ils étaient brisés. Alors que je montais dans ma voiture, mon téléphone a vibré. C'était un message de Maître Fournier. Ils ont appelé. L'avocat de votre mari. Ils veulent parler. Demain matin. Ils acceptent toutes nos conditions. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. J'avais gagné. Mais la victoire avait un goût amer. La signature des papiers du divorce a eu lieu dans le bureau de Maître Fournier. L'ambiance était pesante. Presque funèbre. Mathieu était là. Accompagné de son avocat. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il a signé les documents sans les lire. Le regard vide. Il a évité mes yeux pendant toute la procédure. Geneviève et Bernard n'étaient pas là. Ils avaient envoyé leur procuration. C'était mieux ainsi. Je ne voulais plus jamais voir son visage. L'accord final était bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Il m'avait littéralement acheté mon silence. La somme était substantielle, suffisante pour me permettre de ne plus jamais avoir à m'inquiéter pour l'avenir. Mais ce n'était pas la partie la plus importante pour moi. La clause la plus importante, celle pour laquelle je m'étais battue, était là. Noir sur blanc. Une lettre. Une lettre d'excuse, rédigée par Geneviève, signée de sa main. Elle n'était pas publique. C'était le seul compromis que j'avais accepté. Mais elle était officielle, jointe aux actes du divorce. Dans cette lettre, écrite d'une plume froide et contrainte, elle reconnaissait avoir agi de manière inappropriée et avoir exercé une pression indue qui avait contribué à la rupture irrémédiable de mon mariage. Ce n'étaient que des mots, choisis par des avocats. Mais pour moi, ils représentaient tout. C'était la reconnaissance de sa culpabilité. Ma victoire. Quand tout a été signé, Mathieu s'est levé pour partir. Avant de franchir la porte, il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. C'était la première fois qu'il me regardait directement. « Prends soin de toi, Élise, » a-t-il dit. D'une voix à peine audible. « Toi aussi, Mathieu, » ai-je répondu. Sans haine. Sans colère. Juste une infinie lassitude. Et puis il est parti. Sorti de la pièce. Et sorti de ma vie. Un chapitre de 5 ans venait de se clore. Je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse. Juste un immense vide. Et la sensation étrange de la liberté. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire. La première chose que j'ai faite a été de trouver un nouvel appartement. J'ai quitté le logement de ma sœur avec une gratitude immense pour son soutien indéfectible. J'ai trouvé un atelier d'artiste réaménagé sur les pentes de la Croix-Rousse. Un grand espace ouvert, avec des poutres apparentes, des murs de briques et une immense verrière qui inondait l'endroit de lumière. C'était l'opposé de l'appartement haussmannien, lourd de dorures et de mauvais souvenirs. C'était une page blanche. J'ai passé des jours à le meubler, à le décorer. Je choisissais chaque objet avec soin. Non pas pour impressionner, mais pour me plaire à moi. Un grand canapé confortable. Une longue table en bois brut pour étaler mes plans. Des plantes vertes partout. C'était mon espace. Mon sanctuaire. Un lieu où personne ne pouvait plus me faire de mal. Je me suis aussi replongée à corps perdu dans mon travail. Le scandale étouffé avait finalement eu peu d'impact sur ma carrière. Les clients qui étaient partis sous la pression des Dubois sont revenus.
Penaud. Une fois que la poussière est retombée. J'ai gagné le concours pour le centre culturel sur les quais de Saône. C'était un projet magnifique. Ambitieux. Il allait occuper mon esprit et mon temps pour les 2 prochaines années. Le destin avait un drôle de sens de l'ironie, j'allais construire quelque chose de beau et de durable sur les quais même où mes rêves de mariage s'étaient autrefois échoués. J'ai aussi tenu ma promesse envers Chloé. Une partie de l'accord de divorce stipulait la création d'un fonds fiduciaire pour son enfant. Une somme importante, gérée par un administrateur indépendant, qui lui serait versée à sa majorité. Cet argent ne venait pas de moi, mais des Dubois. J'avais exigé que cette clause soit incluse, pour m'assurer que l'enfant ne manquerait de rien et qu'il aurait une chance d'échapper à l'influence toxique de sa grand-mère. C'était ma façon de protéger cet innocent au milieu de notre guerre d'adultes. Chloé m'a appelé quelques semaines plus tard. Elle avait quitté Lyon. J'ai accouché, m'a-t-elle annoncé. C'est un petit garçon. Je l'ai appelé Théo. Un nom simple. Un nom qui n'avait rien à voir avec la pompeuse dynastie des Dubois. Comment allez-vous? Lui ai-je demandé. Sincèrement. Ça va. C'est difficile. Mais ça va. Mathieu est venu le voir une fois. Il était distant. Je crois qu'il ne sait pas comment être un père. Geneviève? Elle n'est pas venue. Elle a envoyé des cadeaux hors de prix, mais elle n'a pas demandé à le voir. Je crois qu'au fond, elle ne voulait pas d'un petit-fils. Elle voulait un trophée. Et comme elle n'a pas gagné la guerre, le trophée n'a plus de valeur à ses yeux. Cette révélation m'a glacée. C'était probablement vrai. Je suis retournée vivre près de mes parents, dans ma ville natale. A-t-elle continué? C'est plus calme ici. Grâce à vous. Grâce au fonds que vous avez fait créer. Je n'ai pas à m'inquiéter pour son avenir. Je vais pouvoir l'élever loin de tout ça. Loin d'eux. Merci. Élise. Pour tout. Prenez soin de vous. Chloé. Et de Théo. J'ai raccroché. Le cœur étrangement léger. J'avais fait ce qu'il fallait faire. La vie a repris son cours. J'avais des amis. Un travail que j'aimais. Un appartement magnifique. J'étais libre. Mais la liberté a un prix. Le silence. Les soirs. Après une longue journée de travail, je rentrais dans mon grand atelier vide. Le silence était parfois apaisant, parfois assourdissant. Il y avait des moments où la solitude me pesait. Des moments où je me demandais si je retomberais amoureuse un jour. Si je ferais à nouveau confiance à un homme. Les cicatrices étaient là. Profondes. Même si elles ne se voyaient pas. Un jour, alors que je supervisais le chantier sur les quais, j'ai vu une silhouette familière de l'autre côté de la rue. C'était Mathieu. Il était seul. Il regardait le bâtiment qui commençait à prendre forme. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Il ne m'a pas vu. Je suis restée cachée derrière une palissade, le cœur battant. Le voir là, si près de notre ancien lieu de promesse, a ravivé une douleur que je croyais endormie. J'ai compris à ce moment-là que le divorce, l'argent, la victoire, rien de tout cela ne pouvait vraiment guérir la blessure de la trahison. La guérison devait venir de l'intérieur. Et elle prendrait du temps. J'ai commencé à faire de longues marches le long de la Saône. Je ne regardais plus les ponts avec tristesse, mais avec un regard neuf. Je voyais l'architecture, la beauté de la ville, la vie qui continuait. Malgré tout, j'ai recommencé à dessiner pour le plaisir, pas seulement pour le travail. Des croquis de passants, de péniches,
de feuilles d'arbre. Je réapprenais à voir la beauté dans les petites choses. Un samedi après-midi. Je me suis assise à la terrasse d'un café. Place des Terreaux. Le soleil était doux. Je buvais un café en lisant un livre. Je me sentais en paix. Calme. Pour la première fois depuis des mois. Je ne pensais ni à Mathieu, ni à Geneviève, ni à tout ce gâchis. Je pensais juste à l'instant présent. Un homme à la table voisine a fait tomber son journal. Je me suis penchée pour le ramasser. Nos mains se sont effleurées. Oh. Pardon. Merci beaucoup, a-t-il dit. En souriant. C'était un sourire simple. Authentique. Il avait des yeux rieurs. De rien, ai-je répondu, en souriant à mon tour. Il a hésité un instant, puis a dit, c'est un bon livre que vous lisez. Je l'ai adoré. Nous avons commencé à parler. De livres. D'architecture, il était paysagiste. De Lyon. La conversation était facile. Légère. Il s'appelait Julien. Quand il a dû partir, il m'a demandé mon numéro. J'aimerais beaucoup qu'on reprenne cette conversation un de ces jours. Autour d'un verre? Peut-être? J'ai hésité. Mon cœur s'est emballé. Un mélange de peur et d'excitation. La peur de souffrir à nouveau. L'envie de vivre? Aussi. J'ai regardé son sourire ouvert. Son regard bienveillant. Il n'y avait aucune ombre. Aucune duplicité. Juste une simplicité rafraîchissante. Et j'ai dit oui. Je ne savais pas où cette rencontre me mènerait. Peut-être à rien. Peut-être à une belle amitié. Ou peut-être. Juste peut-être. À quelque chose de plus. Mais pour la première fois. L'avenir ne me semblait plus être un territoire inconnu et effrayant. C'était redevenu un champ de possibilités. Une nouvelle esquisse à dessiner. Notre premier rendez-vous avec Julien a eu lieu quelques jours plus tard. Il m'a emmené dans un endroit inattendu, le jardin Rosamire. Un lieu secret et poétique caché au cœur de la Croix-Rousse. Un jardin extraordinaire. Fait de coquillages et de pierres. Construit par un seul homme au fil des années. C'était un endroit hors du temps. Un hymne à la patience et à la résilience. Je voulais te montrer cet endroit, m'a-t-il dit. Alors que nous déambulions dans les allées étroites. C'est l'œuvre d'un homme qui a survécu à une grave maladie. Pour lui, chaque pierre posée était une victoire sur le désespoir. C'est un jardin né de la souffrance, mais qui ne parle que de beauté. Je l'ai regardé, touché par sa délicatesse. Il ne connaissait pas mon histoire, mais il avait intuitivement compris ce dont j'avais besoin. Pas de grands restaurants bruyants ou de bars à la mode. Juste un lieu de paix, qui racontait une histoire de reconstruction. Nous avons beaucoup parlé ce soir-là. Je ne lui ai pas raconté les détails sordides de mon divorce. Je n'étais pas prête. J'ai simplement dit que je sortais d'une relation longue et compliquée. Et que j'apprenais à me retrouver. Il n'a pas posé de questions. Il a juste écouté. Avec une attention sincère. Il m'a parlé de sa passion pour les jardins. De sa conviction qu'en créant des espaces de nature en ville, on pouvait aussi soigner les âmes des gens. Il y avait une douceur en lui. Une force tranquille qui contrastait si violemment avec l'agitation et la faiblesse de Mathieu. Avec Julien, tout semblait simple. Il n'y avait pas de non-dit. Pas de jeu de pouvoir. Juste deux personnes qui apprenaient à se connaître. À la fin de la soirée, il m'a raccompagné jusqu'à la porte de mon atelier. J'ai passé un très bon moment. Élise. Moi aussi. Ai-je répondu? Et c'était vrai. Il s'est approché.
Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Mon corps s'est raidi. Par réflexe. Il l'a senti. Il s'est arrêté. A simplement posé sa main sur mon bras. Un contact léger et respectueux. Prenons notre temps, a-t-il dit avec un sourire compréhensif. Et ce simple geste, cette simple phrase, a fait tomber une grande partie de mes barrières. Il ne cherchait pas à conquérir, à posséder. Il cherchait à construire. Lentement, patiemment, comme un jardinier. Les mois ont passé. Notre relation s'est développée doucement, organiquement. Il y a eu d'autres rendez-vous. Des balades dans le parc de la Tête d'Or. Des visites de musées. Des dîners dans de petits restaurants de quartier. Il m'a fait redécouvrir ma propre ville. Avec lui, Lyon n'était plus le décor de ma tragédie, mais redevenait un lieu de joie et de découverte. Un soir, alors que nous dînions chez moi, dans mon atelier baigné par les lumières de la ville, je me suis sentie prête. Et je lui ai tout raconté. L'histoire avec Mathieu. La pression de Geneviève. Chloé. L'enfant. La bataille pour le divorce. J'ai tout sorti. Sans phare. Sans omettre ma propre colère. Ma propre soif de victoire. Il a écouté jusqu'au bout. Sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, je me sentais à nu. Vulnérable. J'avais peur de son jugement. Il a simplement pris ma main dans la sienne. Tu as été incroyablement forte, a-t-il dit. Tu t'es battue pour ta dignité. Tu n'as pas à avoir honte de ça. Tu as transformé les ruines en un nouveau départ. C'est exactement comme le jardinier du jardin Rosamire. Et pour la première fois, j'ai pleuré devant lui. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Il m'avait vue. Avec mes cicatrices et mes failles. Et il ne s'était pas enfui. Au contraire, il m'avait admiré pour elle. Ce soir-là, je l'ai laissé rester. Et dans ses bras, je n'ai pas seulement trouvé du réconfort. J'ai trouvé la preuve que mon cœur n'était pas mort. Qu'il pouvait encore aimer. Et surtout, qu'il pouvait encore faire confiance. Quelque temps plus tard, alors que mon centre culturel était presque achevé, j'ai reçu une lettre. L'écriture sur l'enveloppe était tremblante, presque illisible. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était celle de Bernard, mon ex-beau-père. J'ai hésité à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir à me dire? J'ai fini par céder à la curiosité. La lettre était courte. Chère Élise, j'espère que cette lettre te trouvera en paix. Je t'écris aujourd'hui. Car je ne peux plus vivre avec le poids de mon silence. J'ai été lâche. J'ai vu ce que Geneviève te faisait subir. Et ce qu'elle faisait subir à notre fils. Et je n'ai rien dit. J'ai laissé sa fierté et son obsession tout détruire. Je sais que mes excuses sont tardives et probablement inutiles. Mais je tenais à ce que tu les entendes. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour toi. Tu étais une lumière dans notre famille. Et nous l'avons éteinte. Depuis ton départ, plus rien n'est pareil. Mathieu a quitté l'entreprise familiale. Il a déménagé dans le sud. Il essaie de se reconstruire. Loin de nous. Il voit son fils de temps en temps. Geneviève et moi. Nous ne nous parlons presque plus. Nous vivons comme deux étrangers dans cette grande maison vide, remplie de l'écho de nos erreurs. Elle a eu son héritier, mais elle a perdu son fils. Et son mari aussi. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Tu l'as gagné. Sincèrement.
Bernard. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucune joie mauvaise face à leur déchéance. Juste une profonde et amère pitié. Ils avaient tout eu. La fortune, le statut, le pouvoir. Et ils avaient tout perdu, rongés de l'intérieur par leurs propres démons. Ils n'avaient pas compris que la plus grande richesse n'est pas ce qu'on lègue, mais ce qu'on partage. L'amour, le respect, la gentillesse. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée. Je n'y ai pas répondu. C'était leur histoire? Maintenant. Plus la mienne. Le jour de l'inauguration du centre culturel, j'étais sur le toit terrasse du bâtiment, regardant la ville s'illuminer à la tombée de la nuit. C'était une soirée magnifique. Le bâtiment était une réussite. Il était élégant, lumineux, ouvert sur la ville. Il était tout ce que j'avais espéré. Ma sœur Anne était là, rayonnante de fierté. Lucas, mon associé, me serrait dans ses bras. Et Julien était à mes côtés, sa main tenant fermement la mienne. Il s'est penché vers mon oreille. C'est magnifique. Ce que tu as construit, Élise. Je l'ai regardé. Et j'ai souri. Je ne pensais pas seulement aux murs de béton et de verre qui nous entouraient. Je pensais à ma propre vie. Reconstruite, pierre par pierre, sur des fondations bien plus solides qu'avant. Des fondations faites de respect de soi, de résilience et de la certitude qu'après la plus violente des tempêtes, on peut toujours, trouver la force de rebâtir et de refleurir. Je n'ai jamais oublié ce qui s'était passé. Les cicatrices font partie de qui je suis. Mais elles ne me définissent plus. Elles ne sont plus des sources de douleur, mais des rappels de ma propre force. Mon histoire n'était pas celle d'un mariage brisé. C'était l'histoire d'une femme qui avait appris à être son propre architecte.